l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un webinaire sur la méthanisation, un retour sur une étude qui avait pour objectif d'évaluer finalement la résilience de la méthanisation pour les exploitations agricoles. Donc c'est un webinaire d'une trentaine de minutes. On laisse 15 minutes pour les échanges, les questions, et donc ça va être une animation à 3 voix. Donc avec Cécile Frédéric de France Gaz Renouvelable, Vanessa Baudrier de Déméter Énergie qui est avec nous par téléphone, et moi-même d'AgroSolutions. Cécile, je vous laisse déjà vous présenter, puis ensuite Vanessa, puis je finirai pour le tour de parole. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci pour ce webinaire. Je suis déléguée générale de France Gaz Renouvelable. France Gaz Renouvelable, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association qui a été créée en 2018 pour porter cette filière gaz renouvelable et plus particulièrement la méthanisation. Et donc, on a une vocation très agricole, puisque au sein de nos membres fondateurs, vous allez retrouver les chambres d'agriculture, évidemment l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, avec qui on pilote le GT externalité que je vous présenterai ensuite, et la FNSEA, aux côtés des gestionnaires de réseau. Merci Cécile. Vanessa, je vous laisse vous présenter et présenter votre activité également. Oui, bonjour, Vanessa Baudrier-Paya, donc agricultrice et méthaniseur dans les Deux-Sèvres, entre Niort et La Rochelle, en collectif, donc la SAS Déméter Énergie, 12 éleveurs qui mutualisent donc des fumiers et des lisiers au niveau du process de méthanisation et qui valorisent le biogaz en électricité, avec la production de 500 kW électriques injectés par heure sur le réseau Enedis et revendus à EDF-OA, et la valorisation de la chaleur, notamment au travers du séchage de produits agricoles et d'un réseau de chaleur vers notre village de 3000 habitants, où on chauffe les écoles, le collège, le centre socioculturel, la mairie et la piscine, installée depuis fin 2018. Super, merci beaucoup Vanessa. Et donc moi-même, Fabienne Boisé-Noël, donc de chez AgroSolutions, où je suis consultante sur les thématiques carbone et méthanisation. Au niveau d'AgroSolutions, donc c'est un cabinet de conseil en expertise et agro-environnement, dont nos principales missions sont de conseiller et d'accompagner tous les acteurs concernés par les enjeux d'agriculture durable. Cécile, je vous laisse la main pour les prochaines diapositives pour rappeler un petit peu le contexte de cette étude, pourquoi elle a été réalisée. Oui, merci. Donc, cette étude, elle a été réalisée dans le cadre du contrat stratégique de filière Nouveau système énergétique, qui est un contrat qui est signé entre l'État, les industriels, pour développer l'industrie en France, et sur notre contrat. Donc, ce contrat va toucher tout ce qui est nouvelle filière de production, et notamment de production d'énergie renouvelable. Nous avons au sein de ce groupe de travail, au sein de ce CSF, un groupe de travail dédié au biogaz, comme il y en a d'autres sur notamment le photovoltaïque ou sur les batteries. Et l'enjeu du groupe de travail est d'apporter de la connaissance et améliorer la compétitivité et l'industrialisation de la filière. Et donc, on travaille sur différents sujets, notamment les externalités positives de la méthanisation, qui sont portées à la fois par l'AMF et France Gaz Renouvelable. Donc, peut-être slide suivante. Donc, pour ce groupe de travail externalités positives, nous avons fait d'abord une cartographie des externalités de la méthanisation, en pointant aussi bien les impacts positifs que négatifs de la méthanisation. L'objectif étant d'avoir un travail objectif sur ces sujets. Et donc, dans le cadre du premier contrat qui avait été
signé en 2019, nous avons porté 4 études sur ces externalités. Nous avons choisi 4 sujets. Donc, une étude sur l'impact de la méthanisation sur la réduction des gaz à effet de serre, une autre sur la qualité de l'eau, une troisième sur l'impact de la méthanisation sur le traitement des biodéchets dans le cadre de l'obligation des collectivités de la mise en place du traitement des biodéchets. Et enfin, l'étude qui va être présentée aujourd'hui sur le lien entre exploitation agricole et méthanisation sur la question de la résilience. À noter que l'ensemble de ces études ont été revues par un comité scientifique indépendant et vous pouvez retrouver l'ensemble des rapports sur notre site internet. Je vous laisse la main, Fabienne. Merci. Merci pour cette présentation. Donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on va commencer par quelques éléments de définition. Finalement, qu'est-ce que la résilience? Donc, la résilience, ça va être la capacité à résister et à s'adapter à un stress. Et comme vous le voyez sur le schéma, en fonction du système, s'il est plus ou moins résilient, il va avoir cette capacité plus ou moins importante à résister, puis à absorber finalement ce stress et ensuite à retourner vers un système plus stable qui repart à nouveau. Donc la résilience vraiment est cette capacité à s'adapter à ces chocs, et on sait qu'un système sera d'autant plus résilient s'il absorbe le mieux au départ ce choc dans la durée et qu'il en limite, on va dire, les frais au niveau de la performance. Au niveau des exploitations agricoles, finalement, quels sont les risques? Les risques, on peut les catégoriser en plusieurs thématiques. Des risques liés aux facteurs de production, des risques financiers qui peuvent être par exemple les non-paiements par des clients, des créances, des risques humains qu'on peut connaître à l'échelle des exploitations agricoles qui peuvent être des difficultés organisationnelles, la transmissibilité des exploitations, des risques institutionnels liés aux évolutions réglementaires, des risques sur les prix qu'on a connus assez récemment, hein, notamment sur le prix des intrants, mais ça peut être aussi sur le prix de vente des productions, et des risques liés à la production en elle-même, c'est-à-dire, et là on le connaît aussi, les aléas climatiques qui peuvent impacter la productivité. Alors voilà pour les premières définitions. Vanessa, est-ce que vous pouvez nous commencer par un témoignage finalement avant d'avoir installé vos unités de méthanisation? Finalement, quelles étaient les difficultés rencontrées sur l'exploitation? Quels étaient les risques pour vous qui étaient peut-être les plus difficiles à absorber? Et puis nous représenter aussi rapidement votre exploitation avant l'installation de l'unité de méthanisation. Oui, alors effectivement, l'ensemble des risques présentés ici concernait justement à l'époque de notre réflexion sur le projet de méthanisation, qui s'inscrivait plutôt dans un prolongement en fait de nos activités agricoles. C'est que la question de départ, c'était de dire quel est l'avenir de nos systèmes agricoles actuels, extrêmement soumis justement aux aléas climatiques, aux aléas de marché, qui sont eux-mêmes parfois liés aux aléas climatiques, et aux difficultés aussi de transmission. Et en fait, on se rendait compte qu'on était dépendant de beaucoup de facteurs externes et on recherchait une sécurisation pour essayer d'avoir une vision au moyen long terme, pour sécuriser financièrement, pour sécuriser aussi justement les modèles que l'on pourra transmettre demain. Et donc est né de cette réflexion justement le projet de Meta, qui permettait de trouver un prolongement de nos activités, qui permettait de s'inscrire avec notamment un contrat à long terme de rachat de l'énergie renouvelable produite, pour essayer de sécuriser l'ensemble de la structure, notamment avec la production laitière. Donc nous, on est à l'origine agriculteurs éleveurs, producteurs de lait de vache, avec 140 vaches laitières en production et un peu plus de 1 400 000 litres de lait produits à l'année, et 425 hectares de SAU, dont une bonne centaine dédiés au fourrage de l'élevage.
Donc voilà, la réflexion était vraiment justement sur le travail de dépendance de facteurs externes, et donc on voulait travailler aussi notre autonomie énergétique, donc notamment avec la production d'un engrais à l'échelle de la méthanisation qui reviennent ensuite sur les exploitations agricoles partenaires de la méta et qui nous permettent d'être plus autonomes sur ces intrants-là. Et également, la valorisation de la chaleur nous permettait d'être plus autonomes sur les fourrages, avec notamment le séchage de foin de luzerne sur des périodes climatiques, des fois qui peuvent être compliquées, et qui nous permettait de faire des fourrages de qualité et d'être moins dépendants de soja qui viennent d'Argentine ou du Brésil, par exemple. Très bien, ben, merci pour ce retour. Donc on voit qu'effectivement, les risques que j'ai cités, c'est ce que vous pouviez effectivement aussi retrouver sur votre exploitation. Donc nous, pour évaluer cette résilience, la démarche que nous avons mis en œuvre, c'est déjà de faire une analyse biographique et créer une matrice d'évaluation de la résilience avec des indicateurs. Qu'on a complété avec une enquête en ligne auprès d'agriculteurs méthaniseurs pour pouvoir avoir un retour qualitatif des indicateurs recensés dans la bibliographie. Et enfin, on a modélisé via un outil, l'outil PerfAgro P3 du Céréopa, différents cas d'études et différents scénarios pour évaluer justement l'évolution de ces indicateurs qui permettent d'approcher la résilience. Alors, tout d'abord, l'impact de la méthanisation sur la résilience des exploitations. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons fait une revue bibliographique qui nous a permis d'évaluer les pratiques et les changements induits par la méthanisation au sein d'une exploitation agricole. Donc, on l'a recensé dans une matrice et on va retrouver 6 grandes catégories de changements sur une exploitation agricole. Donc, on va avoir la fertilisation, les productions végétales, l'élevage, la production d'énergie et le volet socio-économique avec les diversifications de sources de revenus et le volet social. Donc, tout ça a été traduit en indicateurs d'évaluation. Vous avez quelques exemples ici, par exemple avec l'autonomie azotée qui a été notamment citée par Vanessa. Donc, ces indicateurs en tant que tels ne donnent pas une évaluation directe de la résilience, mais ça va nous permettre d'approcher cette notion et surtout nous donner de l'information sur la performance du système et surtout sur sa capacité à résister ou à s'adapter à un stress. On a ensuite, après avoir fait cette matrice issue de la revue bibliographique, donc enquêté des agriculteurs méthaniseurs. Donc, nous avons eu 55 réponses obtenues. Il faut savoir que sur la typologie des retours d'enquête, une majorité d'exploitations étaient au nord de France, un grand quart Nord-France. 73% étaient en polyculture élevage avec des superficies autour de 300 hectares et 59% étaient en cogénération, soit à titre individuel ou collectif. Ce qui ressort déjà de ces indicateurs qu'on a pu évaluer dans la bibliographie en termes qualitatifs, c'est que 90% des répondants ont vu la résilience de leur exploitation agricole augmenter. Et si on regarde un peu plus finement en termes d'indicateurs, on voit notamment qu'on améliore notre dépendance, enfin en tout cas on a moins de dépendance par rapport à nos engrais minéraux, on augmente le nombre d'espèces cultivées au sein des productions végétales. Comme l'a cité également aussi Vanessa, il y a une amélioration de la qualité des fourrages, parce qu'avec la chaleur issue de la cogénération, on peut sécher les fourrages et avoir donc une meilleure qualité. Et on voit surtout aussi qu'il y a un point important, c'est qu'on limite la spécialisation économique. C'est-à-dire que une majorité d'exploitations, leurs revenus étaient basés sur un atelier principal. Et lorsqu'il y avait un choc sur cet atelier, on dégradait les revenus. Et avec l'arrivée de la méthanisation, finalement, on va diversifier ces sources de revenus. Et donc, lorsqu'il y a un choc sur un des ateliers, l'autre atelier permet de, on va dire, compenser ou limiter l'impact de ce choc. Et on va voir sur le volet social une création d'emplois et des salaires dégagés. Sur des indicateurs qui n'évoluent pas, qui sont plutôt constants, on ne voit pas d'évolution de la superficie agricole utile, donc de la SAU. Globalement, elle reste stable. On ne va pas avoir d'évolution sur les durées de rotation, sur le bien-être animal, sur la santé animale. En tout cas, il n'y avait pas d'effet notoire noté. Et par contre, sur les points d'attention, les points de vigilance qui sont cités, qu'on voyait déjà dans la bibliographie, mais qui ont été cités aussi par les agriculteurs méthaniseurs, va être lié vraiment à la charge de travail, donc des pics de travail plus importants, une charge mentale plus importante, et notamment des charges liées aux charges d'épandage du digestat. Et ça, c'est d'autant plus marqué dans les exploitations en polyculture uniquement et pas polyculture élevage,
ou dans les exploitations polyculture élevage, ils sont déjà entre guillemets confrontés à ces charges d'épandage. Avant de passer aux modélisations, donc Vanessa, vous avez fait une petite description avant unité de méthanisation. Donc après l'installation des unités de méthanisation, quelles ont été les évolutions majeures sur les ateliers d'exploitation? Finalement, quels indicateurs vous avez vu vous améliorer? Et puis à l'inverse aussi, finalement, quels ont été les points de vigilance chez vous? Qu'est-ce qui étaient les points d'attention? Donc les évolutions majeures, ça reprend vraiment ce que justement tu viens de dire, Fabienne, par rapport à l'autonomie, par rapport à aussi l'amélioration de nos pratiques agricoles sur notamment une partie de nos cultures en semi-direct. Donc, on a une bonne partie de l'exploitation aujourd'hui qui, via notamment l'implantation de cultures intermédiaires à vocation énergétique, où on est passé en semi-direct, donc en mode plutôt agriculture de conservation des sols. Donc là, on a une réelle évolution sur notre modèle qui a été engagé grâce à la valorisation des cultures intermédiaires par la méthanisation. Même si nous, on traite essentiellement des effluents d'élevage dans notre méta, donc on a une ration de 22 000 tonnes à l'année et on est à 18 000 tonnes d'effluents d'élevage. On met 1 500 tonnes quand même de cultures intermédiaires pour justement pousser un peu au développement de ces intercultures avec vraiment les enjeux de vocation agronomique et environnementale qu'apportent ces cultures intermédiaires. Donc là, on a vraiment une réelle plus-value. Après, on a toute l'optimisation du transport et de l'épandage avec le digesta et le transport des effluents d'élevage qui est vraiment pris en charge par l'unité de méthanisation pour le compte des 12 exploitations agricoles d'élevage. Donc, c'est-à-dire que Demeter Energy prend en charge le transport des effluents et le retour du digesta épandu. Rendu racine et on valorise en fait les molécules d'azote, phosphore et potasse entrées dans les effluents d'élevage qu'on restitue intégralement en sortie avec finalement un produit nettement plus efficace puisque donc on se retrouve avec des formes chimiques directement disponibles pour les besoins de la plante et puis surtout on a moins de déperdition par rapport au stockage puisqu'on traite en flux tendu les effluents d'élevage dans l'unité de méta alors qu'avant il y avait du stockage. Donc même s'il y a un peu de stockage de digesta derrière, ce digesta est conservé dans des conditions qui permettent justement de conserver les éléments fertilisants et amendants de ces résidus sortis de méta, quoi. Donc voilà, et après, les points de vigilance, c'est l'optimisation du transport, parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, Demeter Energy transporte pour le compte de 12 exploitations agricoles, donc on voit dans la campagne et aux abords des villages, tout le temps le même ensemble routier. Donc si on optimise dans des conditions plutôt améliorées de transport avec des caissons étanches, que l'on peut fermer avec du matériel de transport, plutôt avec des roues adaptées aux routes de campagne. Il n'empêche qu'on voit tout le temps notre ensemble routier, donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça, parce qu'on se retrouve avec des réflexions de certains riverains en disant oui, on ne voit que vous dans la campagne, mais c'est vrai que on se substitue pour le transport de 12, donc c'est quand même important. Mais par contre, derrière, c'est unanime auprès des 12 éleveurs. On a amélioré énormément notre autonomie énergétique via la valorisation des digestats, via l'optimisation du transport. Et demain, on a même un projet de station-service bio-GNV pour encore être plus autonome et plus vertueux sur cette partie-là, sur la partie transport. Bien, merci beaucoup Vanessa. Et donc ensuite, dans la troisième étape de notre étude, donc, nous avons modélisé plusieurs cas d'études dans l'outil Perfagro P3. Donc cet outil du Céréopa permet de calculer différentes performances du système, donc des résultats économiques, des émissions de gaz à effet de serre,
de la consommation d'énergie non renouvelable, le potentiel nourricier, et pour aussi les émissions d'ammoniac NH3. Donc, on a fait 2 scénarios. Un premier scénario là, qui s'affiche ici, qui a été de regarder finalement la taille des ateliers et faire évoluer la taille des ateliers dans 2 cas types pour voir l'impact sur la résilience. Et un deuxième scénario que je vous présenterai ensuite, qui là a été de modéliser un stress et de voir l'impact sur nos 2 cas d'études. Les cas d'études qu'on a, on a pris une exploitation en polyculture et une exploitation en polyculture élevage. Donc, sur ce premier scénario qui a été de regarder finalement la taille des ateliers, donc la surface agricole, le cheptel ou la puissance du méthaniseur, on a regardé les facteurs de résilience et les facteurs de vulnérabilité. Ce qu'on constate de manière générale dans les 2 systèmes, que ce soit en polyculture ou en polyculture élevage, on va voir sur les facteurs de vulnérabilité une augmentation de la besoin en main-d'œuvre, une augmentation de charges liées à l'épandage du digestat et une augmentation de consommation de carburant. Néanmoins, on voit que ces augmentations sont moins impactantes, en tout cas moins importantes, dans les systèmes en polyculture élevage, parce qu'ils sont déjà avec de la main-d'œuvre entre guillemets qualifiés pour pouvoir faire les épandages. Ils ont déjà le matériel aussi pour les épandages du digestat. Ces facteurs de vulnérabilité sont plus importants ou plus impactants dans les systèmes dits en polyculture. Sur les principaux facteurs de résilience, donc là, c'est ce que j'ai dit aussi en lien avec les facteurs de vulnérabilité. Dans les systèmes en polyculture élevage, la présence du méthaniseur va valoriser les compétences qui sont déjà présentes sur l'exploitation, liées notamment aux épandages. On va avoir plusieurs facteurs sur lesquels on va avoir des évolutions, et notamment la dépendance en volume à l'azote minéral, grâce à la production de digestat, va diminuer, et notamment là dans les systèmes en polyculture. Et on va avoir une vulnérabilité économique qui va être en baisse aussi, donc on va avoir une meilleure résilience économique grâce à la méthanisation. Et ça, en fonction de la taille des ateliers, on voit effectivement une augmentation de cette résilience en fonction de la taille du méthaniseur, mais en lien aussi dans les facteurs de vulnérabilité. Plus on va augmenter par exemple la puissance du méthaniseur, on va augmenter aussi notre besoin en main-d'œuvre spécialisée. Sur le deuxième scénario, où là, on va simuler un stress et on va regarder comment nos exploitations évoluent. Donc, le stress qui a été simulé, c'était l'augmentation des prix des intrants et des énergies. Donc, on était à plus 55% sur le carburant, plus 11% sur l'électricité, plus 306% sur les intrants azotés et plus 16% sur les autres intrants, avec un prix de vente qui, lui, par contre, restait stable. Et donc, on a regardé sur différents indicateurs que vous voyez qui s'affichent, finalement, comment ça allait évoluer lorsqu'on avait ou pas une unité de méthanisation en système polyculture, puis en système polyculture élevage. Je vais vous afficher les chiffres. On va voir que de manière générale, lorsqu'on va avoir l'installation d'une unité de méthanisation sur les exploitations agricoles, la simulation du stress va être moins impactant sur les marges, c'est-à-dire qu'en gros, avec la présence d'unités de méthanisation, qu'on soit en polyculture ou en polyculture élevage, l'unité de méthanisation va nous permettre de limiter l'impact de ce stress économique. On va voir aussi que sur le poids de la fertilisation, le poids économique de la fertilisation, on va aussi limiter cet impact, et de la même manière sur la dépendance aux engrais minéraux, tout en conservant un bilan énergétique stable. Sur tout ce qui va être main-d'œuvre, consommation, la modélisation de stress ne va pas impacter ces indicateurs. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la méthanisation, lorsqu'elle est présente dans les systèmes d'exploitation à la fois en polyculture élevage, va permettre de mieux absorber ce choc économique et surtout permettre de maintenir un bilan énergétique stable. Avant de passer à la conclusion et aux perspectives, Vanessa, vous, par rapport, alors là, on a évalué un petit peu la résilience à l'échelle d'une exploitation. Finalement, l'ancrage par rapport au territoire, ça c'est une autre question qui n'a pas été évaluée dans cette étude, mais finalement, est-ce que vous avez vu des évolutions pour votre exploitation au sein de votre territoire? Est-ce que vous avez vu des différences, des échanges aussi peut-être un peu plus avec les gens en local?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, donc on approche des 5 ans d'exploitation sur le territoire. Et donc, on regroupe quand même 12 élevages dans un périmètre de 8 kilomètres autour de l'unité de méthanisation et qui correspondent à quasiment 100% des élevages locaux du territoire. Donc, forcément, aujourd'hui, ça apporte quand même, avec le recul des 5 ans, une concrétisation de l'intérêt de la méthanisation pour assurer la pérennité aussi de l'élevage sur les territoires. Et donc, justement, les systèmes de polyculture élevage dont tu as beaucoup parlé et qui, aujourd'hui, sont une réalité, justement, par rapport à toute la problématique aussi énergétique qui nous concerne par rapport au contexte que l'on a récemment vécu, notamment en 2022, mais encore aujourd'hui. Donc, concrètement, l'intégration du projet de la SAS Demeter Énergie dans son territoire a été une réelle transformation, notamment à partir de la valorisation énergétique du moteur de cogénération qui produit l'électricité. Donc déjà, quand on parle aux riverains, aux habitants, aux élus, aux acteurs économiques locaux, on voit bien que quand on leur dit qu'on produit l'électricité consommée par les 2/3 de notre village, donc déjà c'est parlant. Ensuite, quand on dit qu'on produit la chaleur qui alimente aujourd'hui quasiment 100% des infrastructures publiques présentes sur la commune de Mauzé et qui sont propriété de 3 collectivités, puisque donc il y a la commune de Mauzé qui est propriétaire des bâtiments mairie, école, mais il y a le département qui est propriétaire du collège, et puis il y a l'agglomération du Niortais qui est propriétaire de la piscine. Donc, ces 3 collectivités qui sont impactées et qui bénéficient d'une eau chaude envoyée dans des tuyaux à 75 degrés et qui alimentent donc des sous-stations avec des échangeurs à plaques en substitution d'énergie fossile. Il faut savoir qu'on se substitue à 90 000 litres de fioul qui auparavant étaient achetés pour faire fonctionner et chauffer ces infrastructures. Donc aujourd'hui, on s'est positionné, nous, sur la consommation des 5 dernières années avant la construction de l'unité, et avec un scénario où forcément les collectivités devaient s'inscrire aussi dans justement ce que l'on connaît encore plus maintenant, la sobriété et les économies d'énergie. Donc on avait fait un scénario incluant aussi cette obligation de moins consommer. Donc du coup, on s'était mis en termes de tarifs sur l'achat de fuel sur les 5 dernières années à moins 20%. Donc je peux vous dire que la commune, les 3 collectivités l'année dernière ont été plutôt très très enjouées du fait que la méthanisation de Mauzé-sur-le-Mignon, qui chauffait quasiment 100% des infrastructures, s'était positionnée à 20% moins cher que le fuel sur une référence des 5 dernières années, et donc n'a pas du tout impacté, n'était pas soumis aux aléas ou à la fluctuation des marchés énergétiques rencontrés l'année dernière. Donc la piscine de Mauzé-sur-le-Mignon, pour une commune de 3000 habitants, n'a pas été fermée l'été, n'a pas été fermée l'hiver, parce que nous étions à 70 € du mégawatt. Et que, effectivement, ça a été très concret pour le territoire, à la fois pour les riverains et pour les élus, de l'intégration de ce projet et du service apporté à son territoire, notamment à travers cette valorisation de chaleur. Et puis, je reviens sur le transport, l'optimisation du transport, la rationalisation du transport, c'est aussi des choses qui sont impactantes pour un territoire. Et encore plus loin maintenant, l'épandage du digeste qui est quasiment inodore après le processus de méthanisation. C'est qu'on a amélioré, non seulement Demeter Énergie n'a pas été à l'origine de nuisances olfactives auprès des riverains, mais au contraire d'une amélioration avec des épandages de digesta quasi inodores pour les riverains comparé à du fumier ou du lisier auparavant, qu'on épandait auparavant. Donc tout ça, c'est aujourd'hui vraiment des choses concrètes qui sont exprimées par les riverains, les élus et même les entreprises locales qui nous sollicitent parfois pour
savoir si elles peuvent bénéficier de gaz ou si elles peuvent, si on peut travailler main dans la main pour améliorer l'intégration de nos entités sur les territoires et apporter un service aussi à notre territoire. Et donc, on est allé même un peu plus loin avec, aujourd'hui, au capital de la SAS Déméter Énergie, on a notre laiterie où on livre notre lait qu'on produit le matin. Et il se trouve que des incidents de production d'embouteillage, notamment de lait, ça arrive sur les chaînes d'embouteillage. Et donc, ils nous ont demandé si on était en capacité à traiter du lait impropre à la consommation suite à des incidents. Et donc, on a travaillé avec la DDCSPP pour avoir les autorisations qui vont bien. Et donc, aujourd'hui, on traite du lait impropre à la consommation qu'on valorise en biogaz et donc en énergie renouvelable. Et comme ces matières ne reviennent pas aux agriculteurs en termes de digestat, on a regardé le cahier des charges pour être certifié bio en digestat. Donc on répond au cahier des charges avec notamment l'hygiénisation qui se passe sur le site à travers le processus de méthanisation. Et donc on a créé des ponts avec des céréaliers bio du territoire qui étaient en peine de trouver des matières organiques éligibles au cahier des charges bio pour amender et fertiliser leur culture bio. Et donc, on a aujourd'hui 3 agriculteurs bio à proximité de l'unité de Meta qui achètent les excédents de digestat que l'on a sur notre site et donc éligibles, certifiés bio. Donc, ça, c'est encore quelque chose de très concret. Là où le système céréalier a des difficultés en termes de retour de matière organique sur leur terre, on a réussi à trouver une des solutions pour leur éviter d'aller acheter des produits des fois assez loin, en Espagne ou au Portugal, qui ne sont pas forcément soumis aux mêmes normes des cahiers des charges français. Voilà ce que je peux vous dire. Super, merci pour ce témoignage. On arrive à la fin du webinaire, puis après on prendra vos questions. Mais si on doit résumer en fait les éléments importants de cette étude, c'est qu'on voit qu'à l'échelle d'une exploitation agricole, la mise en place d'unités de méthanisation permet d'absorber mieux les stress et notamment maintenir la performance économique des exploitations. On va diversifier les sources de revenus, on va limiter la dépendance aux engrais. On va avoir aussi, je l'ai moins cité, mais une meilleure transmission des exploitations agricoles qui parfois c'est compliqué sur certains territoires parce que peu d'intérêt ou parce que l'élevage est difficile. La mise en place d'unités de méthanisation permet de mieux valoriser les exploitations agricoles. Néanmoins, il y a des points de vigilance, et c'est vrai qu'on a vu que c'était beaucoup plus marqué sur les systèmes en polyculture, mais ces points de vigilance qui vont être notamment les charges de travail, la montée en compétences, sont des choses qui peuvent bien accompagnées être gérées. Et dans les perspectives aussi de cette étude, c'est vrai qu'on a évalué de manière vraiment la méthanisation à l'échelle de l'exploitation. On le sait, la méthanisation est une filière qui s'inscrit dans une logique plutôt d'économie circulaire et d'ancrage local. Il serait aussi intéressant de regarder à l'échelle des territoires finalement la résilience que la méthanisation pourrait apporter, même si Vanessa nous a déjà cité pas mal d'exemples sur à l'échelle de son exploitation et de son unité de méthanisation, comment elle a pu travailler avec son territoire. Au niveau de l'étude, si vous voulez en savoir plus, vous avez différents replays, un premier webinaire qui avait été déjà réalisé le 1er décembre, mais aussi un rapport complet. Le rapport complet, vous pouvez le retrouver sur le site de France Gaz Renouvelable, où vous pouvez voir l'ensemble des éléments, des indicateurs, des matrices et des résultats qui ont été modélisés. Là, on vous a présenté 2 scénarios, 2 cas d'études, mais il y en a un petit peu plus dans le rapport. Donc voilà pour cette présentation de l'étude. Cécile, je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot pour conclure cette étude, puis après on prendra vos questions. Donc, juste dire que nous, on avait été extrêmement satisfaits du travail qui a été mis en place par AgroSolutions pour porter cette étude, puisque, comme je le disais, le travail a été fait à la fois sur une revue bibliographique, sur des enquêtes auprès des méthaniseurs, mais aussi l'utilisation de ce nouvel outil Perpagro. Et donc, clairement, ça nous paraîtrait intéressant aujourd'hui, demain, d'évaluer l'impact des unités de méthanisation sur leur territoire. C'est une étude beaucoup plus vaste pour laquelle, pour le moment, on n'a pas encore de partenariat ou de financement, mais qui pourrait faire l'objet d'un suivi.
Donc voilà, comme vous l'avez dit, hein, donc on avait fait un webinaire un peu plus long puisqu'il durait 1h30. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez le retrouver sur notre page et évidemment retrouver l'ensemble des études liées aux externalités de la méthanisation sur notre site internet. Et nous allons poursuivre ces études, notamment sur la question de la qualité de l'eau, puisque on avait fait une première phase de revue plutôt bibliographique et qu'il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui peuvent être apportés en sus dans le cadre du deuxième contrat. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui et merci pour votre participation. Merci. Est-ce que vous avez des questions? S'il y a des questions, vous pouvez les noter dans le chat et puis on y répondra, que ce soit sur l'étude ou même auprès de Vanessa qui a une expérience et des retours terrain intéressants. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si on a été très clair. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à nous recontacter en direct. On pourra de toute façon y répondre par la suite. On va mettre ce webinaire de toute façon. Il a été enregistré, donc on va le rediffuser. Et puis, on mettra également les liens pour que vous ayez les liens en direct sur les rapports et les autres webinaires. Alors, je vois qu'il y a des choses qui s'écrivent. On va attendre quelques instants. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie pour votre participation. Ah, s'il y a une question, pardon. Quel est le coût d'investissement pour avoir cette résilience? Alors, effectivement, il faudrait qu'on regarde les chiffres au niveau combien va coûter et quel est le retour sur investissement d'unité de méthanisation. Je ne sais pas si Vanessa, vous avez un peu plus d'éléments chiffrés à donner. En tout cas, ce n'est pas un axe qu'on avait regardé, en tout cas dans cette étude. C'est sûr qu'un projet de méthanisation, c'est un projet d'ampleur. Hein, donc, en termes d'investissement en capitaux, tout de suite, ça monte haut. On est sur le gros process industriel, hein, mine de rien. Et on s'éloigne un petit peu du monde agricole et on se rapproche du monde industriel. Donc, forcément, il y a beaucoup de tuyauterie, de pompes, de vannes. Donc, nous, on est sur une installation qui produit 125 normaux cubes de biométhane par heure, pour donner un ordre de grandeur par rapport à ceux qui injectent directement dans le réseau de gaz. Et on est sur un investissement de 6 millions d'euros. Donc 6 200 000 euros, dont 1 million d'euros de réseau chaleur que nous avons porté et investi, parce que les collectivités à l'époque n'avaient pas de stratégie transition énergétique sur le territoire et ils ne savaient pas qu'on pouvait faire des énergies renouvelables avec du fumier via le processus de méthanisation, et donc ils étaient un peu sceptiques. Donc on a été obligé de porter l'investissement du réseau chaleur. Donc les 2 km de tuyaux dans le domaine public, et ben, ils sont à nous. Et donc, il y a 1 million d'euros sur les 6 millions d'euros. Voilà. Donc, après, il y a aujourd'hui, via l'AMF, via les associations qui accompagnent les porteurs de projets, des ratios, en fait, hein, de justement ces porteurs de projets par rapport aux normomètres cubes injectés, combien les tranches, les fourchettes d'investissement pour avoir un retour sur investissement, une rentabilité correcte par rapport à l'investissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, écoutez, je pense qu'on est arrivé aux 45 minutes. N'hésitez pas en tout cas à nous les envoyer en direct, nous contacter en direct, soit France Gaz Renouvelable, soit Déméter Énergie ou Agro Solutions. On ne manquera pas d'y répondre. Et puis on repartagera l'ensemble des webinaires et des liens pour que vous puissiez accéder à l'ensemble des études. Merci encore pour votre participation et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir.